Prêt ou prête pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Esther Creuser-Delbourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste de l'eau, cofondatrice de Waterwiser. Déjà, l'économie de l'eau, c'est une discipline qui est connue, reconnue depuis longtemps? Alors c'est vrai que le mot peut choquer. Oui. Il vient plutôt de l'anglais où on dit beaucoup water économiste, mais comme on dirait climate économiste, c'est l'idée qu'en fait on utilise les sciences économiques appliquées à un domaine, en l'occurrence l'eau. Et moi ça fait 15 ans que j'utilise toutes les théories et les modèles économiques pour comprendre comment est-ce qu'on gère les ressources en eau dans le monde. L'eau, elle est indispensable à notre économie. D'une certaine façon, en parlant de l'eau, vous parlez de tout. Oui, exactement. En fait, l'eau, elle est transverse à tous nos domaines. Et il se trouve que dans le monde, et c'est ça qui, il y a 15 ans, m'a fait commencer sur l'eau, c'est qu'en fait, 90% de l'eau qu'on utilise dans le monde, elle ne nous sert pas à nous doucher, à nous laver les dents ou à cuisiner, mais elle nous sert à produire des biens économiques. Donc, en gros, de l'agriculture, de l'industrie et de l'énergie. Donc, dans 90% des cas, l'eau est une ressource économique, sauf qu'on n'en parle jamais en ces termes pour plein de raisons dont on va discuter. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Et oui, l'eau est transverse à tout. Et vous portez aujourd'hui sur vous... Et je porte de l'eau. Exactement. Vous portez entre 5 et 10 000 litres d'eau. On en mange, et moi je mange de la viande, donc je mange beaucoup d'eau par jour. Et c'est toute cette idée de cette eau invisible qu'on n'a jamais calculée, qui est au centre de mon travail. C'est ça, sans eau, pas de nourriture, pas de vêtements, pas d'énergie, pas d'usine. Vous dites l'économie de l'eau. L'eau, c'est le socle invisible de notre prospérité. J'aime beaucoup cette formule. Et est-ce qu'il y a des... Alors, en fait, vous venez un peu de répondre, mais est-ce qu'il y a des secteurs économiques qui en dépendent encore plus que d'autres, d'une certaine façon? Oui. Absolument. Déjà, on sait que l'eau, ce sont des travaux qu'on a effectués, c'est la ressource dans le monde qui est la plus échangée en volume, donc la plus échangée, plus que l'énergie, le pétrole ou autre, mais la dernière en valeur, parce qu'elle n'a pas de prix. Je pense qu'on va en reparler après. Évidemment, et donc, il va falloir lui donner un prix. Exactement. Et donc, évidemment, en fait, au lieu de parler de secteur, on peut parler de matières premières. La plus grande matière première qui demande de l'eau, c'est l'agriculture. Et l'agriculture, il n'y en a pas que dans notre nourriture, il y en a dans le textile, pour nos habits, il y en a dans la pharmaceutique, il y en a dans la cosmétique. Donc, en fait, tous les grands secteurs qui dépendent d'un amont agricole utilisent de l'eau. D'accord. Alors, on va détailler un peu tous ces enjeux de guerre de l'eau, de faillite hydrique, de effectivement l'eau qu'on utilise sans y penser dans notre quotidien. Mais je voudrais quand même que vous nous parliez de Waterwiser. C'est un cabinet de conseil et stratégique qui est spécialisé dans ces domaines-là. Je crois que vous aviez tenté de le créer une première fois, il y a une douzaine d'années, 2012. C'était quoi? C'était trop tôt, tout simplement? Oui, c'est vrai. Alors qu'il y a eu une V1 de Waterwiser qui prétendait faire exactement la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on accompagne tous les grands groupes à comprendre à quel point ils ont besoin d'eau sur toute leur chaîne de valeur. Donc ça veut dire des grands de la cosmétique ou de l'agroalimentaire. Ils dépensent de l'eau dans leurs usines, mais en fait ils en ont besoin pour faire pousser toutes les matières premières dont ils ont besoin à l'échelle du monde entier. Donc en fait, toutes les grandes entreprises sont des grands acheteurs d'eau. Et donc nous, on les aide à comprendre à quel point ils ont besoin de cette eau et à quel point cette eau est à risque ou pas pour leurs activités économiques. Et donc, on se base sur des données qui existent et que j'utilisais il y a 15 ans. Et effectivement, j'avais monté la première version de Waterwiser. Un de mes premiers clients, ça avait été la ville du Havre qui s'intéressait justement aux enjeux de l'eau et à la fois pour l'économie maritime et terrestre. Et en fait, c'était un flop total parce que... Pourquoi? C'était trop tôt? On n'avait pas assez de problèmes d'eau en France et en Europe pour réveiller les entreprises. Et puis une anecdote que j'aime bien citer, mais donc j'étais allée voir le directeur RSE d'un groupe de distribution agroalimentaire. À l'époque, la Californie brûlait, déjà. Et donc, le prix des amendes avait fait x10, etc. Donc, je lui ai dit, embauchez-moi, je vais cartographier vos risques de l'eau à l'échelle de la planète. Et il m'avait répondu à l'époque, en fait, je m'en fiche un peu si la Californie brûle, parce qu'en fait, il y a un gros marché de l'agroalimentaire à Chicago, il y a le Chicago Stock Exchange, et je peux acheter ce que je veux à n'importe quel prix. Donc, il y aura toujours un endroit où ce sera moins cher. D'accord. Et en fait, cet ailleurs dont il parle, il existait il y a 15 ans, et maintenant, il n'existe plus parce que la crise de l'eau s'est généralisée. Et c'est pour ça que Waterwiser, que vous avez relancé il y a combien de temps? J'ai relancé il y a 4 ans. Aujourd'hui... 2022, la canicule. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un déclic où vous vous êtes dit, tiens, là, il faut que je relance Waterwiser, ça va marcher? Oui, c'est ça. Alors, donc, il y a 15 ans, l'eau ne marchait pas. Et puis, en plus, il y a 15 ans, on était à peine connaissant des sujets du climat et du CO2. Donc, du coup, il s'est passé tout un grand moment où l'eau, on n'en a pas parlé. Et c'est 2022, la grande canicule, où en France, on a vu des villes dans les Pyrénées-Orientales alimentées par camions-citernes. On a vu des sites industriels qui ont dû s'arrêter. On a vu des vrais conflits de l'eau. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est là que ça va redémarrer, c'est le déclic. HEC nous a proposé de créer le premier cours d'économie de l'eau dédié en électif. Les médias ont commencé à s'intéresser. Et donc, je me suis dit, il y a un signe. Voilà, donc je m'y suis remise. Et effectivement, maintenant... je ne peux pas m'en réjouir parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne s'intéresse pas à l'eau
alors qu'elle les ignorait il y a 15 ans. Alors justement, on va se concentrer sur les entreprises, sur les risques, les solutions pour les entreprises. Déjà, si on essaye de cartographier ou de lister les principaux risques liés à l'eau pour une entreprise, c'est quoi? Oui, alors effectivement, il y a plein de types de risques. Sur l'eau, déjà, les grands enjeux, on va dire, c'est ceux de la quantité. Est-ce que vous en avez assez ou est-ce que vous en avez trop? De la qualité. Est-ce que mon eau est polluée quand elle arrive? Et puis après, il y a plein d'autres enjeux qui sont socio-économiques, comme les risques de régulation, les risques de réputation, etc. Donc, comment est-ce qu'on les traduit? Il y a le risque opérationnel. Est-ce que je vais avoir assez d'eau pour que mon business puisse continuer? Il y a le risque financier. Combien ça va me coûter, tout ça? Soit de ne plus avoir assez d'eau. Veolia estime qu'une usine qui ferme à cause d'un problème d'eau, c'est entre 100 000 et 1 million d'euros par jour de pertes quand on n'a pas d'eau. Donc c'est énorme. Le risque financier est là. Et ensuite, il y a le risque réglementaire. Est-ce que je suis aux normes? Est-ce que je vais avoir des pénalités? Et le risque que vous connaissez bien de réputation. Bien sûr. Comment est-ce qu'on fait quand on a des problèmes d'eau, que ce soit sur la qualité, soit parce qu'on a trop pollué, soit parce qu'on a utilisé de l'eau polluée, les risques sanitaires associés, etc. Et donc la solution, c'est quoi? C'est commencer par les identifier, ces risques, c'est ça? Absolument. C'est un peu le premier travail que vous allez faire? Oui, alors le premier travail, c'est un espèce d'audit en fait, de l'ensemble de la chaîne de valeur. On va venir regarder à l'échelle du monde où sont les activités et les matières premières d'une entreprise, et on va venir voir déjà combien d'eau tout cela demande, et ensuite, est-ce que cette eau, elle est à risque? Parce que c'est intéressant avec l'eau, c'est qu'en fait, c'est pas grave de l'utiliser. L'important, c'est d'où elle vient, de quel type d'eau on parle, et est-ce que cette eau est à risque, ou est-ce qu'elle met à risque d'autres populations locales? Est-ce que le changement climatique va venir baisser l'approvisionnement, etc. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut établir un diagnostic de est-ce que votre entreprise est à risque ou pas pour l'eau. Une fois qu'on a fait ça, on va évaluer les empreintes, et là, on peut commencer à regarder des trajectoires d'optimisation, de réduction, de façon à pérenniser l'activité de l'entreprise malgré tous ces risques. Est-ce que vous devez encore, alors je me dis, mais évangéliser, ou est-ce que la prise de conscience, elle est partagée maintenant? Non, absolument, vous avez raison. Avant même cette étape, il y a une grosse étape que j'avais pas forcément anticipée de formation et de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par la case de formation des comités exécutifs, des boards, ce qui est très bien parce qu'il faut toujours embarquer la tête avant de pouvoir déployer un plan de transformation. Mais donc ça passe par des masterclass, par de la formation, par des ateliers où on répète beaucoup de choses. Mais je me suis rendu compte que finalement, ceux qui ont œuvré pour le climat, le CO2, ils ont répété la même chose pendant 10 ou 15 ans. Et ben nous, il va falloir qu'on le fasse sur l'eau parce que c'est comme ça qu'on va embarquer tout le monde. En fait. Et est-ce que les entreprises qui s'en préoccupent ou qui ont commencé à mettre en place une action pour économiser l'eau, etc., est-ce qu'elles en parlent? Est-ce qu'il y a une com autour de l'eau, quoi? Oui, pas beaucoup. Alors c'est un gros sujet qu'on vient de lancer, c'est pourquoi est-ce que les entreprises n'arrivent pas à communiquer sur l'eau, que ce soit en interne ou en externe. Et alors les débuts des premiers résultats, c'est que, elles maîtrisent mal le sujet. Et donc elles ont peur aussi d'aller dans ce qu'on appelle du blue washing maintenant, c'est-à-dire de raconter un peu n'importe quoi sur l'eau. Deuxième chose, c'est qu'elles n'ont pas encore les chiffres. En fait, on voit beaucoup d'entreprises qui mettent des objectifs de réduction à l'échelle planétaire. Par exemple, des grands de l'IT ou de l'informatique qui vont dire on va réduire de 30% notre empreinte. Mais ils ne donnent pas de détails, parce qu'en interne, eux-mêmes ne savent pas forcément comment ils vont faire. Ils ne savent pas s'ils vont réduire sur leur scope 1, sur leurs opérations directes, ou sur leur scope 3, amont ou aval. Ils ne disent pas où dans le monde ça va être fait. La grande différence entre l'eau et le CO2, c'est que le CO2, c'est global. Une fois qu'il est émis, on considère que si on le baisse en Chine, ça marche pour la France aussi. L'eau, ça marche pas comme ça. L'eau, c'est local. Donc, quand vous réduisez, par exemple, votre empreinte eau, il faut dire où est-ce que vous la réduisez. Donc, tout ça, c'est un travail que les entreprises n'ont pas fait. Et comme elles veulent communiquer, elles mettent des grands objectifs. Et donc, il va falloir venir trouver comment est-ce que tout ça peut être vraiment mis en musique. Donc, c'est un enjeu local et c'est un enjeu planétaire avec une faillite hydrique mondiale. En tout cas, l'ONU alerte là-dessus. Et c'est sur ce thème que Anna Critic était à votre place la semaine dernière, professeure d'économie à l'université de Paris-Dauphine, a décidé de vous poser sa question. Bonjour Esther, après t'avoir eu sur les bancs de l'université, je suis ravie de te poser une question. J'ai lu un rapport des Nations Unies la semaine dernière qui pour la première fois utilise des mots très très forts. Ils annoncent que le monde rentre dans une ère de faillite hydrique. Es-tu d'accord? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'était une bonne prof?
Oui, absolument. C'est bon, un plaisir. faillite hydrique, est-ce que vous reprenez ces termes? Oui. Alors, ce qui est très fort, et moi, ce qui m'a fait très plaisir, évidemment, dans ce rapport, c'est qu'il prend des termes économiques. Vous posiez la question de c'est quoi l'économie de l'eau, est-ce que c'est répandu? C'est très récent, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Et donc, parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais traiter l'eau d'un point de vue économique, ça pose plein de questions derrière, notamment morales et philosophiques, qui est-ce que sur une ressource qui est essentielle à la survie humaine, est-ce qu'on a le droit d'en parler en termes économiques et de mettre de l'argent derrière? Bon. Mais donc, du coup, le terme de faillite hydrique fait que l'ONU a décidé de traiter l'eau comme un sujet, comme un bilan comptable, du coup avec un actif et un passif, et avec des entrées et des sorties. Et ce que dit le rapport, c'est que le terme de faillite est très important. Il dit qu'on ne peut plus parler de stress ou de crise hydrique, parce que stress ou crise hydrique, ça voudrait dire qu'on peut revenir en arrière, qu'on peut encore réparer la situation. Faillite, c'est irréversible. Donc c'est très fort parce que, un, il y a l'économie, mais deux, il assume que ce sujet-là est ancré. En revanche, il y a des notes très positives dans le rapport qu'on peut partager, mais le mot de faillite, je l'aime beaucoup. Attention, la faillite, elle n'est pas uniforme sur tout le continent, et sur tout le monde entier. Voilà. C'était la question que j'allais vous poser. Si on parle de faillite et donc d'impossibilité de revenir en arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'eau potable, utilisable, disponible. Alors évidemment, ça doit dépendre des continents, même de certaines parties de continents, ou même à l'échelle d'un pays comme la France, ça va dépendre des départements, quoi. Oui, absolument. En fait, le terme de faillite, si c'était une vraie faillite irréversible, ça serait un peu déprimant. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas le cas, parce que sur l'eau, sur le défi de la quantité, on est tout à fait capable de revenir en arrière et de réparer les choses. Déjà, la faillite, elle n'est pas uniforme partout. Il y a des endroits où, en fait, effectivement, on a des aquifères qui sont complètement déchargés et qui ne pourront pas se recharger. Les aquifères, c'est les nappes phréatiques, quoi, en simplifiant. C'est une partie de nappe phréatique, effectivement. Voilà, on a des nappes phréatiques qui ne vont plus jamais se recharger parce qu'elles sont très lentes. On en a d'autres qui sont beaucoup plus rapides à se recharger, donc ça ira. On a des lacs qui ont presque disparu ou qui ont perdu 50% de leur surface. Et ça, il va falloir du temps avant qu'on remette de l'eau, mais c'est possible. Donc la faillite n'est pas uniforme. En revanche, ce que dit le rapport, c'est que cette faillite, elle est largement due à la sécheresse des sols. Et la sécheresse des sols, elle est due à plusieurs choses. Déjà, les sols ont beaucoup plus chaud qu'avant. Et c'est comme quand on fait du sport, plus on a chaud, plus on transpire. Donc avec le réchauffement climatique qui est dû à l'homme, les sols perdent leur eau. Et en parallèle de ça, nos activités ont largement pollué les sols, pris de l'eau beaucoup trop vite à beaucoup trop d'endroits au même moment. Et donc cette sécheresse des sols, c'est la raison pour laquelle nous avons cassé le cycle de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils disent que si on s'attaque à l'eau, eh bien on va s'attaquer en même temps au sol, à la biodiversité et au climat. Donc il y a un côté un peu, l'eau prend tout. Et ça, c'est vachement encourageant, je trouve. Oui, c'est ça, peut-être les notes positives du rapport dont vous parliez. C'est-à-dire qu'il y a des leviers d'action. Absolument, les leviers d'action sont énormes. Alors, il y a les deux sujets, il y a la quantité et la qualité. La quantité, ça veut dire qu'aujourd'hui, on consomme à peu près 7 fois plus d'eau par personne dans le monde qu'il y a 100 ans. Le problème, c'est que la quantité d'eau sur Terre, c'est la même depuis la création de la Terre, depuis 14 milliards d'années. C'est la même eau, d'ailleurs, qui se recycle, donc vous buvez, etc. de l'eau. Et donc, on boit tous de l'eau qui a été digérée, ingérée par des dinosaures et par qui vous voulez dans le monde avant nous, mais elle est très propre, il n'y a pas de problème, mais c'est la même eau. Mais donc, comme c'est la même quantité d'eau en moyenne sur Terre, plus on est nombreux à l'utiliser, 7 fois plus forcément mathématiquement, il y a un problème. On va avoir un problème de quantité d'eau disponible au même moment, au même endroit. Mathématiques. Donc, il faut qu'on soit capable de produire pareil avec moins d'eau. Et ça, c'est génial parce que comme on n'a jamais compté l'eau, on ne se rend pas compte qu'en fait, on en gâche entre 10 et 90% à chaque fois pour chacun de nos usages. Et c'est là qu'on va venir chercher ces pourcentages de réduction. Alors on va y revenir là-dessus sur le prix de l'eau, parce qu'évidemment c'est un chapitre très important, mais je voudrais quand même qu'on voit cette statistique qui nous dit que plus de 2 milliards d'humains n'ont pas accès à une eau potable fiable. Alors c'est une des dimensions du constat et de votre travail. De quelles conséquences? D'abord, est-ce que ça s'aggrave, ça, ou est-ce qu'on est plutôt dans une amélioration? Et puis, quelles sont les conséquences sanitaires quand on parle d'eau potable non fiable? Alors déjà, ce chiffre, il est entre 2 et 4 milliards, qui a été revu d'ailleurs il y a quelques années par l'ONU, donc c'est énorme. Ce sont des gens qui, en fait, n'ont pas accès à de l'eau propre pour se laver les dents, se laver les mains, cuisiner, etc. Donc c'est très grave. Ce que dit le rapport de l'ONU par rapport à ça, c'est que dans le monde, c'est presque plus facile d'avoir accès à du pétrole
par exemple, ou du gaz, que d'avoir accès à de l'eau propre tous les jours pour ses besoins. Chercher l'erreur. Ouais. Chercher l'erreur. Et ce qui est dramatique dans ce chiffre, c'est qu'on ne parle pas d'une pollution très complexe, on parle des mêmes virus entériques, par exemple, qui peuvent nous donner la gastro en hiver, sauf que là-bas, eh bien, ces multiples virus vont finir par affaiblir notamment les enfants. Et c'est là qu'il y a un autre chiffre qui est très dur, c'est que cette eau sale, elle est responsable, c'est la première cause de mortalité parmi les enfants de moins de 10 ans dans le monde. Parce qu'en fait, ça affaiblit leur organisme et ça finit par provoquer d'autres maladies. Donc ça, c'est terrible. Et d'un point de vue économique, c'est très, très, très dur ce que je vais dire, mais c'est en fait la première cause en fait de baisse des cohortes économiques et donc de développement économique de ces pays. Parce que des enfants qui sont malades avant l'âge de 10 ans, ça fait des cohortes, ça a été montré notamment dans les travaux d'Esther Duflo, que ça affaiblit la force économique et que les revenus et la production économique sont plus faibles après. Donc c'est pour ça que Bill Gates notamment a mis près d'1 milliard de dollars sur les toilettes, il y a 20 ans, en disant que c'est des toilettes propres qui vont permettre de sauver non seulement les enfants, le développement d'un pays et son développement économique. Voilà. On revient à ce socle invisible de la prospérité dont vous parliez tout à l'heure. C'est vraiment ça, avec cette dimension, parce que là on parle des pays où l'accès à l'eau potable est difficile ou impossible, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure en me rappelant que je porte de l'eau sur moi. On est partout sur la planète, tous dépendants de l'eau. C'est ce qu'il faut avoir en tête, quoi. Absolument. En fait, on ne peut rien faire sans l'eau des autres pays. On ne pourrait pas s'habiller, on ne pourrait pas manger sans cette importation de ce qu'on appelle cette eau virtuelle, parce qu'elle est cachée. Je ne mange pas de l'eau, mais je la mange virtuellement. Mais combien je mange d'eau par jour? Alors, ça dépend si je suis carnivore ou pas, etc. Mais moi, par exemple, je mange de la viande, pas tous les jours, mais régulièrement. Donc, ça va être quoi? On estime qu'en gros, 1 kilo de viande, 1 kilo de bœuf, c'est à peu près 16 000 litres d'eau. C'est beaucoup. Donc, ça veut dire que par jour, vous mangez, on va dire, entre 3 000 et 6 000 litres d'eau virtuelle qui vient d'au moins 10 pays différents parce que vous ne pouvez pas vous en sortir. Ça commence dès le café. Vos grains, ils ne sont pas français. Donc, vous avez virtuellement consommé de l'eau du Pérou, de la Colombie, du Brésil. La viande, elle peut être française. Je précise qu'une viande française, c'est beaucoup d'eau, mais c'est à 95% de l'eau de pluie. C'est là que c'est intéressant. C'est que derrière l'eau, il y a plein de critères à regarder. L'eau d'irrigation, c'est-à-dire l'eau qui vient mettre de la pression sur le système, c'est une chose, mais l'eau de pluie, c'en est une autre. Et je rappelle qu'en France, plus de 95% de notre agriculture dépend uniquement de l'eau de pluie. Donc, c'est pas forcément une mauvaise eau. Il faut pas forcément regarder une empreinte eau comme quelque chose de négatif à réduire. Il faut se dire, il y a quoi derrière? C'est quel type d'eau? Et pour revenir au fait que nous consommons de l'eau, en fait, nous sommes interdépendants des ressources en eau dans le monde. Donc, quand elles sont polluées au Mexique ou en Espagne, quand il y a des sujets de stress hydrique en Inde ou en Chine, quand il y a des sujets de pollution dans certains endroits, en fait, on est affecté. C'est pas parce que ça se passe là-bas qu'on ne le voit pas. Ça se joue, en fait, à travers tout ce qu'on utilise dans le monde. Est-ce qu'il y a des produits qui sont, alors je vais m'employer un terme peut-être un peu fort, en péril à cause du stress hydrique? C'est-à-dire des matières premières ou des produits alimentaires qui sont beaucoup plus concernés par justement l'économie de l'eau. Oui, absolument. Alors, on le voit en fonction des années, en fonction des inflations sur les matières premières. Un exemple iconique, c'est celui du chocolat, dont on parle beaucoup. On a vu que parfois, on est arrivé à plus 400%, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de sécheresse en Côte d'Ivoire. Donc là, on est vraiment sur un problème de disponibilité de l'eau qui a fait monter les prix et qui fait qu'à Noël, il y a eu beaucoup de reportages sur ce sujet-là. On l'a vu sur plein d'autres choses, notamment, par exemple, le coton, qui à une époque a beaucoup augmenté à cause de problèmes de sécheresse en Inde et en Chine. Et en fait, on l'a pas vu forcément directement dans nos supermarchés, mais l'industrie hospitalière ou l'industrie de la santé a été frappée parce qu'il y a beaucoup de coton qui est utilisé par jour pour tout ce qui est hygiène, etc. Tout ce qui est... j'ai parlé des amendes tout à l'heure. Les amendes, alors... on peut se permettre de se priver d'amendes, mais quand les amendes passent de potentiellement 2 € le petit sachet à 4,50 € ou 6,50 €, c'est cher. C'est parce qu'il y a des problèmes en fait d'eau et que les amendes sont principalement produites en Californie, où on sait qu'il y a beaucoup de problèmes d'eau. Et donc ces enjeux-là, en fait, qui sont cachés, sans lesquels finalement on pourrait vivre, on peut se passer de fraises en hiver quelque part, mais en fait on se rend pas compte que qu'on doit se passer de fraises en hiver, mais bon. Mais voilà, donc ça c'est sur la partie agricole, et après ça va venir impacter les chaînes de valeur. Par exemple, si je prends d'autres types de matières transformées comme le cuir à la base c'est une vache qui va manger soit du maïs, soit qui va brouter de l'herbe, donc tout ça se calcule, et donc le cuir et le coton et la soie qui fait nos habits vont être plus ou moins en difficulté. Et après on va sur tout ce qui n'est pas agricole, mais l'acier, par exemple, est produit. Il y a besoin de beaucoup d'eau dans des endroits où il y en a de moins en moins. Tout ce qui est extraction de minerais, beaucoup d'eau. Et donc, toutes ces entreprises commencent à se dire comment je vais agir. Et donc, ça pose la question du prix de l'eau. Parce que là aussi, elle nous coûte pas cher, et c'est peut-être pour ça qu'on n'y pense pas.
Absolument. L'eau ne coûte pas assez cher et c'est une bonne chose tant qu'on parle d'eau domestique. En fait, il faut vraiment bien distinguer les deux. Il ne faut surtout pas comparer l'eau de la maison et puis l'eau économique, celle qui va produire des biens économiques, parce que les volumes sont tellement différents que c'est normal que les prix ne soient pas les mêmes. À la maison, alors je ne vais pas vous faire le coup de combien vous payez votre eau à la maison, mais en gros... Je suis incapable de vous le dire. Mais évidemment, je suis incapable de vous le dire. Ce qui veut bien dire qu'on est mal informé et ce qui veut dire qu'elle n'est pas assez chère. Mais en gros, en France, on paye à peu près 4 € du mètre cube à la maison. Pour vous simplifier la vie, vous dépensez à peu près 60 centimes par jour pour toute votre eau, la douche, les toilettes, se laver les dents, cuisiner, et vous consommez à peu près 150 litres par jour, par personne. C'est une moyenne française. Si vous buvez votre eau du robinet, vos 2 litres d'eau du robinet par jour pendant 365 jours, vous aurez dépensé moins de 3,50 €. Ok. Bon, donc c'est totalement $1. On s'est rendu compte que c'est $1 et c'est incroyable. C'est là qu'on se rend compte que même l'eau minérale que je bois est un bien de luxe. Oui, ça on est bien d'accord. Il faut toujours le rappeler. Mais vous dites, grosso modo, il ne faut pas y toucher au prix de cette eau domestique. Absolument. En revanche, alors l'eau industrielle en quelque sorte. Oui, l'eau économique, parce qu'il n'y a pas que l'industrie. Effectivement, il y a l'industrie, il y a l'énergie, l'agriculture. Là, on passe sur d'autres volumes. C'est beaucoup plus gros et c'est beaucoup moins cher. Un agriculteur en France va la payer entre 0 et 30 centimes du mètre cube. Vous vous souvenez que nous, on la paye 4 €. Et un industriel va la payer entre 10 et, on va dire, 50 centimes du mètre cube. Il y a parfois des variations en fonction des besoins. Donc, c'est beaucoup moins cher, c'est normal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas un prix qui est assez fort pour faire changer les mentalités sur l'eau. Pour qu'on l'économise. Exactement. Et en fait, on se rend compte que c'est pas le prix de l'eau qui est intéressant, c'est l'absence de l'eau qui, elle, coûte très cher. Et c'est comme ça qu'on construit nos modèles économiques. On ne dit pas aux entreprises que c'est le prix de l'eau qui va leur coûter cher, c'est que s'ils en ont pas... Ce que vous disiez tout à l'heure, si une usine ferme, ça coûte 1 million, entre 100 000 et 1 million par jour. Sauf que, alors je vais prendre l'exemple des agriculteurs. Alors, pas tous, évidemment, il y a des secteurs, des saisons, etc. Mais globalement, c'est quand même un métier qui est en difficulté, qui a du mal à pérenniser des revenus, etc. Si vous leur dites vous allez payer votre eau 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois le prix actuel, ils vont hurler. C'est impossible. Non, c'est impossible. L'agriculture, c'est très compliqué parce qu'on est face à un métier qui est un des plus difficiles du monde, dans des conditions de production toujours plus compétitives, plus concurrentes, avec une pression des prix, une pression de production. Et donc aujourd'hui, il y a une incompatibilité, une contradiction entre ce qu'on demande aux agriculteurs et puis le changement climatique qui se prennent en pleine face. Aujourd'hui, c'est eux qui vivent les conditions les plus difficiles et aucune année aujourd'hui n'est certaine. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de l'incertitude chaque année. Donc, il y a quelque chose de spécifique pour les agriculteurs. En revanche, ce pourquoi on travaille avec les grandes coopératives agricoles, c'est de leur dire qu'il faut calculer leur eau, non pas pour s'auto-pénaliser ou pour qu'on vienne les pointer du doigt, mais qu'ils calculent leurs besoins exacts pour que justement on puisse se préparer à ces manques d'eau. Parce que dans les endroits où on manque de pluie, peut-être qu'il faudrait envisager justement de pouvoir avoir recours à l'irrigation. Et dans les endroits où on va avoir plus de pluie, peut-être qu'on pourrait davantage recourir à l'eau de pluie et pas à l'irrigation. En fait, il y a plein de solutions. Le problème, c'est qu'on est à l'aveugle, on n'a pas de chiffres. Tant qu'on n'a pas de chiffres, on n'a aucune politique économique qui peut se mettre en place, ce qui n'est pas la même chose sur le gaz, l'électricité, l'énergie en général. On est enfermé en temps réel de tout. La guerre en Ukraine se déclenche, on est capable de mettre en place des plans de sobriété sur l'énergie. L'été et la canicule arrivent, on est démunis parce qu'on n'a pas de chiffres. On n'a pas les données, on n'a pas les chiffres. D'ailleurs, vous dites il faut utiliser la bonne eau au bon endroit, au bon moment. C'est un peu ce que vous venez de décrire. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme outil pour utiliser l'eau, la bonne eau au bon endroit au bon moment? Alors peut-être déjà préciser ce qu'on veut dire par la bonne eau. J'en ai un peu parlé, mais il y a cette fameuse eau de pluie qui, elle, va venir faire pousser naturellement la plupart de notre agriculture dans le monde. En fait, la plupart de l'agriculture pousse gratuitement grâce à cette eau de pluie. Et après, il y a l'eau d'irrigation qui, elle, est celle quand on ouvre le robinet. Et c'est elle qui est problématique parce que c'est elle qui est partagée par tout le monde et qui est payante. Donc la bonne eau, c'est essayer de faire pousser ce que la nature nous permet de faire pousser au moment où elle nous permet de le faire. Donc ça veut dire pas venir forcer des cultures qui n'ont plus leur place. On parle souvent du maïs, mais ça, je vais le mettre de côté. Mais ça serait, par exemple, ne pas aller faire des amandes dans le nord de la France, où on sait qu'on ne va pas avoir assez de soleil et potentiellement trop de pluie, etc. Donc ça veut dire adapter les cultures. Et comme on est dans une transformation climatique, c'est compliqué parce que, en fait, on se rend compte que les olives qu'on faisait qu'en Espagne, maintenant, elles remontent au sud de la France, elles vont peut-être remonter jusqu'à Lyon. Donc ça transforme notre paysage et c'est les moments de transformation qui sont politiquement les plus compliqués. Donc comprendre la bonne eau, c'est ça. Et ensuite, il faut venir mesurer
qualifier les types d'eau dont on a besoin et ensuite s'organiser par bassin. Et un bassin, ça veut dire prendre tous les usagers, la centrale nucléaire, la ville, le camping, l'agriculteur, l'industriel, et dire de combien vous avez besoin. Ok, on va s'organiser. Et si jamais on a une canicule, qu'est-ce qui se passe? C'est un plan d'urgence. Ça se prépare. Si on est chiffré, on peut le faire. Ouais. On a déjà, sur d'autres chaînes, parlé de guerre de l'eau ensemble. Elles existent déjà. C'est une réalité. Oui. Et il y en a toujours eu. Ça remonte très très loin, les premières guerres de l'eau, oui, dans absolument. l'histoire de l'humanité. Mais est-ce qu'il faut se préparer à ce qu'il y en ait encore plus? Oui, ou est-ce qu'on est dans un fantasme un peu cataclysmique, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il y a un fantasme qui est guerre de l'eau, guerre du pétrole. On imagine l'armée américaine envahir un pays pour récupérer les ressources. Ça ne marche pas sur l'eau parce qu'en fait, déjà, on ne peut pas transporter l'eau aussi facilement que le pétrole. On peut le faire, mais les quantités, les volumes dont on a besoin sont tellement énormes qu'en fait, ça ne vaut pas le coup par rapport au prix de l'eau. On revient toujours à cette histoire. Si le prix de l'eau était plus cher, peut-être qu'on aurait plus de guerre de l'eau. Donc, réjouissons-nous. En revanche, il y a des grosses guerres de l'eau. On va dire, là, par exemple, c'est quand le Nil, le fleuve du Nil qui traverse 10 pays, vous imaginez se mettre d'accord entre 10 pays, qui part de l'Éthiopie et qui finit en Égypte. L'Égypte a toujours eu une peur bleue, en fait, pas qu'elle n'ait plus d'eau, parce que tous les pays en aval la consommeraient et la pollueraient. Donc ça, c'est un conflit, on va dire, ouvert mais froid depuis les années 20. Et l'Égypte a toujours dit aux pays en amont, si vous prélevez trop d'eau, c'est un motif de guerre. Heureusement, elle n'a jamais eu à le faire. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, le plus grand barrage d'Afrique qui vient d'apparaître, qui vient d'être construit et d'être fini en Éthiopie. Mais c'est toujours un sujet diplomatique extrêmement tendu. On a d'autres sujets, par exemple pour l'Hindou, entre l'Inde et le Pakistan. On a tous ces endroits, en fait, on peut venir construire des barrages et venir, du coup, impacter le pays amont. Trump a essayé de le faire aussi entre le Canada et les États-Unis, en disant, si le Canada ne me donne pas plus d'eau de la rivière Columbia, eh bien, dans ces cas-là, je prendrai ça comme un acte de guerre, etc. Ça, c'est les gros conflits. Ils sont médiatisés, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'énormes guerres dessus. Bon, espérons qu'on n'en aura pas. Merci beaucoup. C'est passé à toute vitesse. C'était super intéressant. Merci Esther Creuser-Delbo et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.